récidives locales, une augmentation du taux de réponse tumorale, ce qui a permis une meilleure résécabilité. Alors le challenge du pathologiste, c'est de suivre cet élan d'évolutivité et de fournir aux chirurgiens et à l'oncologue tous les critères nécessaires pour adapter le traitement pour chaque patient. Alors comme vous le voyez sur cet algorithme général, le pathologiste peut intervenir à différents stades, un stade diagnostique, donc un stade diagnostique, un stade opératoire, c'est-à-dire sur une pièce de résection opératoire ou sur une pièce de résection après chimiothérapie, radiothérapie néoadjuvante. Que ce soit sur une biopsie ou sur une résection chirurgicale, le pathologiste se doit de déterminer tous les facteurs pronostiques histologiques traditionnels qui se font sur le plan morphologique ou s'aider de méthodes immunohistochimiques ou voire moléculaires qui en vont influencer le pronostic. Alors sur le plan diagnostique, vous verrez souvent sur les comptes rendus adénocarcinome rectal, c'est le plus fréquent, il représente plus de 90% des cas. Le grade en 4 grades, bien, moyennement différencié, peu différencié et indifférencié. Et bien sûr, plus on perd la différenciation, plus le pronostic est péjoratif. On peut aussi simplifier ce grading en le divisant en bas grade, qui est de meilleur pronostic, ou en haut grade, qui inclut l'adénocarcinome peu différencié et indifférencié, et qui est de pronostic défavorable. Cela permet de faciliter donc la communication et avec une meilleure reproductibilité. Alors, je ne vais pas parler des autres types histologiques, mais on peut en discuter par la suite. Alors, concernant la pièce de résection chirurgicale, le premier point à voir sur une pièce de résection, bien sûr, ça a été dit et redit, c'est l'intégrité du mésorectum. Plus le mésorectum est lisse, il n'y a pas d'irrégularité, donc en le grade 3, c'est-à-dire que la résection a été complète et c'est étroitement lié, bien sûr, au risque de récidive locale. Voilà. Alors, on peut également, sur une pièce de résection, déterminer la localisation de la tumeur. Si la tumeur est située au niveau du bas rectum, qui est non péritonialisé, elle est de moins bon pronostic puisqu'il y a un plus haut risque de récidive et de dissémination locale. Alors l'idéal, bien sûr, c'est de recevoir une pièce fraîche, moins d'1 heure après l'intervention, ce qui va permettre d'évaluer ces paramètres macroscopiques. Toujours sur l'aspect macroscopique de la pièce de résection, donc là, on recherche une perforation qui est qu'on voit à la présence de fausses membranes, on regarde de la perforation ou de l'infiltration de la sous-séreuse, donc qui va aggraver bien sûr le pronostic. Toujours sur la pièce de résection, les marges de résection longitudinale sont mesurées, c'est-à-dire que la limite du pôle inférieur de la tumeur par rapport aux limites de résection vont être mesurées. Et si c'est difficile, on peut le mesurer microscopiquement. Alors on parle de marge distale saine sur pièce fraîche, non fixée, elle doit être supérieure ou égale à 1 cm. Le mésorectum. Alors, qu'est-ce qu'on en fait sur le plan anatomopathologique? On met de l'encre sur le mésorectum sans toucher le péritoine pour pouvoir le reconnaître sur les lames histologiques. Pourquoi? Parce qu'il faut évaluer la teinte de la résection, de la limite de résection du mésorectum. Voilà, après fixation d'au moins 48 heures, on procède à des coupes en rondelles de la zone qui a été ancrée, et sur chaque rondelle, on va retrouver aussi bien la lumière que la tumeur, que l'infiltration et l'encre, bien sûr, du mésorectum, ce qui va nous permettre de parler d'une marge de résection du mésorectum. Est-ce qu'elle est positive ou négative, atteinte ou pas? Donc, on en profite aussi pour prélever les limites d'exérèse longitudinale et on farfouille dans le mésorectum à la recherche de la majorité ou le plus possible de ganglions. Au moins 12 ganglions sont requis pour stadifier le cancer du rectum. Voilà, donc au terme de cet aspect macroscopique et microscopique, on peut grader la tumeur, on peut évaluer l'invasion pariétale, donc c'est le PT,
et on peut évaluer aussi le statut ganglionnaire et étudier les marges longitudinales et circonférentielles. Alors, cela nous permet de faire le staging. C'est de loin le facteur pronostic le plus important en matière de cancer rectal. Alors, comme vous le savez, donc le PT, c'est le degré d'invasion de la muqueuse. Il démarre au niveau de la sous-muqueuse, en PT1, jusqu'à l'atteinte des structures adjacentes. Le PN, c'est les métastases ganglionnaires. Là, je vais vraiment insister sur les nouveautés de la 8e édition 2017. Donc, la définition du PT4, on avait une problématique avant, c'est différencier le PT3, qui est l'infiltration de la sérose, d'un PT4A, qui est au fait, pardon, je crois que je suis passée, PT4A, qui est au fait l'atteinte du péritoine. Alors, actuellement, la définition est clarifiée. Il faut que les glandes atteignent la limite péritonéale. Donc, comme vous le voyez sur ces photos, donc ça témoigne d'une extension directe de la tumeur jusqu'à la surface péritoniale, d'où l'intérêt d'avoir un échantillonnage très important, une bonne coupe qui va retrouver la surface péritoniale sur les lames. Pourquoi on insiste sur le PT4A? D'abord parce que c'est un très mauvais pronostic, il y a un haut risque de récidive péritoniale et parfois on a besoin de choisir une thérapeutique plus intensifiée. Alors toujours dans cette nouvelle édition, on parle de la présence de quelques cellules tumorales ici dans la pulpe ganglionnaire. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on parle de métastase ganglionnaire ou pas? Alors actuellement, on ne parle de PN1, de métastase ganglionnaire, que lorsque la métastase dépasse 0,2 mm. Lorsqu'elle est inférieure à 0,2 mm, aucune différence pronostique avec le PN0, donc on parle de PN0, et c'est une mesure qui est microscopique. Un petit mot aussi sur les dépôts tumoraux que vous retrouvez sur les comptes rendus anatomopathologiques. La définition est maintenant bien claire, c'est tout nodule tumoral, voilà, qui est situé dans le mésorectum, dans le territoire de drainage de la tumeur, à distance de la tumeur, mais qui ne renferme ni tissu ganglionnaire, ni tissu vasculaire, ni tissu nerveux. Sinon, on passe, s'il y a du tissu ganglionnaire, on parle de métastase ganglionnaire. S'il y a un tissu vasculaire à côté, on parle plutôt d'embole vasculaire. Ça diminue le taux de rémission et de la survie globale. L'état des marges longitudinales, donc comme vous le savez, le R1 est défini si la limite est inférieure ou égale à 1 mm, et on le dira jamais assez, l'état de la marge de résection circonférentielle est très important dans la prise en charge thérapeutique. Elle est définie par la plus petite distance qui est située entre l'infiltration la plus profonde de la tumeur et la marge de résection du mésorectum qu'on a ancré au préalable. C'est un facteur prédictif de récidive locale et de survenue de métastase. Voilà. Alors, par contre, il est très important de l'évaluer histologiquement après un traitement néoadjuvant, puisque sur l'IRM, on a des difficultés par rapport à la fibrose qui existe après traitement. Alors, plusieurs études ont montré l'importance du CRM. Donc voilà, je vous passe ça. Un petit mot sur la tumor burden. Alors, c'est un mode d'infiltration qui est recommandé dans quelques études et qui est caractérisé par la présence de petits amas, des clusters de petites cellules qui infiltrent et qui sont retrouvées au niveau du franc d'invasion de la limite profonde. Alors, sa présence est prise en considération dans les stades 2. Ça aggrave le pronostic, c'est-à-dire que c'est un facteur de plus dans l'évaluation des tumeurs, des cancers du rectum de stade 2. Bien entendu, l'invasion nerveuse, l'invasion vasculaire sont de mauvais pronostics lorsqu'il existe, avec un plus grand risque de métastase à distance et ganglionnaire et une réduction de la survie. Un petit mot sur la carcinomatose péritoniale, qui est de mauvais pronostic, bien plus mauvais que la présence de métastase viscérale, donc la présence de carcinose au niveau du péritoine. Alors, concernant les pièces de résection après traitement néoadjuvant, alors il faut savoir que toute pièce de résection post-thérapeutique
la zone tumorale ou la cicatrice tumorale va être prélevée en totalité. Donc il faut évaluer le pourcentage de cellules tumorales par rapport à la réaction stromale, et ceci va être gradé du grade 0 au grade 1, avec bien sûr une survie sans progression qui est différente en fonction de la présence ou non, ou du pourcentage de cellules tumorales résiduelles. Alors en plus du downstaging, ça permet aussi d'être un bon témoin de radiosensibilité et de chimiosensibilité. Alors, à l'ère de la biologie moléculaire, donc on n'est plus dans l'étude morphologique où on a de grosses lésions qui apparaissent sous le microscope. Là, on a une étude, donc une meilleure connaissance de la carcinogénèse. Comme vous le savez, donc la carcinogénèse du cancer du rectum, c'est un processus complexe qui est le résultat d'altérations génétiques et épigénétiques. Et il y a plusieurs voies de cancérogénèse. Il y a la voie épigénétique, instabilité épigénétique, la voie d'instabilité chromosomique et la voie d'instabilité microsatellitaire, avec des voies de signalisation RAS, RAF et PI3 kinase, les plus importants actuellement. Alors, c'est quoi l'instabilité microsatellitaire? Au fait, c'est des protéines de régulation qui réparent les défauts au niveau de l'ADN. Et là, quand ils sont éteints, c'est-à-dire il y a une anomalie au niveau de ce phénotype microsatellitaire, on parle de phénotype instable ou tumeur instable. Cette instabilité est vue au niveau du rectum, mais elle est plus rare qu'au niveau du côlon. Alors, comment la rechercher? On peut la rechercher aussi bien par immunohistochimie que biologie moléculaire. Alors, habituellement, en pratique, maintenant on le fait par immunohistochimie, il y a une bonne concordance à 97%. Donc là, comme vous voyez, la tumeur ici ne marque pas par rapport à ici où la tumeur est marquée par les protéines, les 4 protéines, c'est-à-dire HML1, HMSH2, HMSH6, etc. Alors pourquoi on cherche cette instabilité microsatellitaire? D'abord pour rechercher le syndrome de Lynch et voir s'il faut rechercher une anomalie constitutionnelle dans la famille, et aussi parce sa présence est d'excellent pronostic dans la stade 2. Dans le stade 2 toujours, on ne tire aucun bénéfice de survie d'une chimiothérapie à base de 5FU lorsque c'est une tumeur instable par rapport aux tumeurs stables qui sont meilleures répondeuses. Et on est souvent associé à une importance infiltration lymphoïde, d'où son meilleur pronostic. Alors concernant la famille RAS, comme vous voyez actuellement, on demande le statut RAS. C'est le RAS. Alors l'activation du RAS, il se fait par des récepteurs tyrosine kinase dans le GFR, qui vont à leur tour activer d'autres voies de signalisation qui vont aboutir à la prolifération cellulaire. Alors le traitement anti-EGFR maintenant est connu, et on ne peut l'instaurer qu'après étude du statut full RAS. On peut le faire sur biopsie ou pièce opératoire, à condition bien sûr d'avoir assez de cellules tumorales, au moins 70%. On peut le faire sur la tumeur primitive ou métastase, c'est le même profil. Et c'est surtout indiqué dans la maladie métastatique et récidivante pour l'instauration d'une thérapie ciblée à base d'anti-EGFR. Les individus avec RAS muté, bien sûr, le fait d'avoir une mutation de RAS, c'est un facteur prédictif de résistance au traitement anti-EGFR avec une survie plus réduite. Le BRAF, un peu moins connu, mais on l'associe aussi au cancer du rectum, c'est-à-dire sa recherche permet de savoir si associé au RAS et à l'instabilité microsatellitaire, est-ce que c'est une tumeur qui est de moins bon pronostic, et même actuellement il y a des essais thérapeutiques anti-BRAF et anti-EGFR qui sont en cours. Alors les perspectives d'avenir, comme par exemple pour le cancer du poumon, c'est l'immunothérapie, les anti-PD-L1, etc., qui sont en cours d'évaluation et qui vont probablement avoir des essais thérapeutiques. Alors, en pratique, le pathologiste devra donc déterminer les critères traditionnels, type histologique, gradine et staging, et aussi, dans la foulée, essayer d'étudier le profil moléculaire de la tumeur qui va aider à instaurer un traitement approprié pour chaque patient.
Et tout cela doit aboutir à un compte rendu standardisé, reproductible et incluant tous les facteurs qui vont vous permettre de traiter chaque patient au plus haut niveau. Voilà, je vous le remercie.